Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, pour la seconde fois, le colonel Pascal Lany, qui est le porte-parole de l'état-major français. Colonel, nous avions rendez-vous aujourd'hui pour parler de la situation au Sahel, mais vous ne m'en voudrez pas si je vous pose une première question sur l'Ukraine. Vous êtes militaire, l'Ukraine fait face à une offensive de la Russie. D'un point de vue militaire, stricto sensu, pensez-vous que c'est un événement historique qui est en train de se dérouler? Alors d'un point de vue militaire, c'est forcément un événement significatif, mais je pense que d'un point de vue stratégique, c'est un événement qui est assez révélateur de la façon dont sont régies aujourd'hui les relations internationales. Nous sommes dans un monde de compétition, de contestation, voire d'affrontement, et nous sommes clairement dans une phase dans une séquence de contestation de la part des armées russes qui contestent le droit international en violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et comment voyez-vous la situation évoluer? Est-ce que la France est concernée? Diplomatiquement, oui, certainement. Alors, je m'exprimerai que pour les armées françaises. Les armées françaises ne sont pas directement concernées puisque nous ne sommes pas engagés directement en Ukraine, mais nous sommes concernés en tant que membre d'une armée, d'un pays membre de l'OTAN. Et nous sommes bien sûr vigilants et attentifs à tout ce qui se passe et à tout ce qui risque de se passer. Merci. Alors passons au Sahel maintenant, où la situation n'est pas beaucoup plus brillante, où en fait elle est même pire que ce qui se passe là-bas, je crois qu'on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit pour la France, pour l'armée française, d'un revers important d'avoir acquitté le Mali? Alors je pense qu'on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un revers important, d'une défaite, d'une déroute, voire d'une humiliation comme on a pu le lire ou l'entendre au cours des dernières semaines. D'un point de vue militaire, les objectifs ont été remplis. En fait, il faut toujours revenir à la mission qui est fixée aux armées ou aux missions qui sont fixées aux armées. Et quand on fait un peu l'historique depuis 2013, on se rend compte que les armées françaises ont globalement rempli toutes les missions qui leur ont été confiées. Sans rentrer dans trop de détails, je voudrais vous citer trois faits. Par exemple, en janvier 2013, au moment où les groupes djihadistes descendent vers Bamako et menacent de prendre le pouvoir, il est demandé aux armées françaises d'intervenir en urgence à la demande des autorités maliennes pour stopper ces colonnes et pour reconquérir toute la partie nord du Mali, une zone nord qui était occupée depuis plus d'1 an par des groupes armés djihadistes et sur laquelle le gouvernement malien n'avait plus aucune autorité. La mission a été remplie. Ensuite, il a été demandé aux armées françaises d'appuyer la montée en puissance des forces armées locales, c'est l'opération Barkhane, à partir d'août 2014, pour leur permettre à terme d'assurer elles-mêmes la sécurité de leur territoire et de leur population. C'est ce que nous avons fait. Par exemple, le Mali, 2 chiffres significatifs pour l'armée malienne, 7000 hommes en 2013, mal équipés, mal structurés, mal entraînés, complètement submergés par les groupes armés djihadistes. Aujourd'hui, l'armée malienne, c'est 40 000 hommes environ, 34 000 militaires maliens plus 6 000 gendarmes qui sont déployés sur le territoire, qui participent à la défense du territoire contre les groupes armés terroristes, à la protection des populations. Certes, ce n'est pas la panacée, mais construire une armée efficace opérationnellement, ça prend beaucoup de temps, des décennies, mais on a beaucoup progressé par rapport à ce qu'on a trouvé en 2013. Troisième fait significatif à mon sens, c'est l'État islamique au Grand Sahara. À la fin de l'année 2019, les postes maliens et les postes nigériens qui sont situés sur la zone frontalière, dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, ont été submergés par l'État islamique au Grand Sahara. Je pense notamment aux postes d'Inates, Chinagodrar, Anderaboukan, Indeliman. Et les armées maliennes et nigériennes ont perdu des centaines d'hommes. Il nous a été demandé, avec les forces maliennes et les forces nigériennes, d'aller combattre le IGS pour l'empêcher de créer un califat territorial. 2 ans après, le bilan est clair, il n'y a pas de califat territorial. Le IGS n'a pas disparu, mais le IGS est incapable aujourd'hui de mener des attaques qu'il menait en 2019 ou au début de l'année 2020. Sachant qu'il ne nous a jamais été demandé d'éradiquer le terrorisme de la bande sahélo-saharienne, parce que je pense que tout le monde sait que c'est impossible et que surtout, les capacités militaires ou l'outil militaire ne suffit pas à lui seul pour éradiquer le terrorisme. Je pense que les expériences passées en Irak ou en Afghanistan ou l'histoire des 40 dernières années le montrent. Oui, nous avons reçu ici une chercheuse, Mme Bagayoko, qui justement s'était penchée sur cette question dans ses recherches et qui disait que la solution ne pouvait être finalement que politique.
ou en tout cas Tout à fait. pas uniquement militaire. Tout à Il fait. fallait aussi une implication sur le terrain. Vous êtes aussi de cet avis? Je suis complètement de cet avis. En fait, les racines du terrorisme, elles sont d'abord politiques, elles sont économiques, une forme de désespérance, elles sont sociales. Par exemple, c'est lié à des problématiques d'éducation. Elles peuvent être aussi communautaires, parce qu'on sait que les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne prospèrent sur les tensions intercommunautaires, et que certains groupes, par exemple comme le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, ciblent des communautés en particulier parce qu'ils veulent que ces communautés s'arment et nourrissent ainsi les tensions intercommunautaires. Donc oui, les racines du terrorisme sont... Il y a un peu de sécurité, mais il y a beaucoup de politique, d'économique, de social, de culturel ou de communautaire. Donc la mission de l'armée française dans le Sahel évolue avec ce départ du Mali. Dans quel sens évolue-t-elle? Alors la mission des armées françaises au Sahel, elle évolue depuis juillet 2021. C'est d'ailleurs depuis le moment où le président de la République et les 5 présidents du G5 Sahel ont acté la transformation du dispositif Barkhane, qui s'est traduite concrètement sur le terrain par le transfert de 3 emprises dans le nord du Mali, les emprises de Kidal, Tessalit et Tombouctou, qui ont été transférées aux armées maliennes. Et à partir de juillet 2021, il a été décidé de mettre en œuvre une stratégie très claire. Cette stratégie repose sur le fait que les forces armées locales sont en première ligne contre les groupes armés terroristes. Ce sont elles qui portent le combat, et les forces françaises et européennes, qui font partie de Barkhane, sont là pour les appuyer, pour les soutenir. Et c'est cette stratégie que nous allons continuer à mettre en œuvre, parce que nous sommes persuadés d'une chose, c'est qu'une armée étrangère ne peut pas venir à bout du problème du terrorisme dans un pays qui n'est pas le sien. Ce sont les forces locales qui détiennent la clé à terme de ce problème sécuritaire qu'est le terrorisme. Oui, puis il faut bien se mettre en tête, se remettre en tête les dimensions de ce pays, de cette zone, qui, pour une armée, je veux dire l'armée française, il n'y a pas des millions d'hommes qui sont sur place, c'est un travail extrêmement difficile. Votre remarque est intéressante, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un malentendu au sein de certaines opinions publiques en Afrique. Certains pensent qu'une armée moderne comme la France, équipée de drones, d'avions de chasse, de véhicules de combat modernes, peut résoudre à elle seule le problème du terrorisme, et on peut entendre ou lire des commentaires selon lesquels comment une armée aussi moderne n'arrive-t-elle pas à venir à bout de quelques centaines de terroristes en tongs ou en claquettes. Mais en fait, il y a un problème de superficie, de capacité à tenir le terrain, à contrôler le terrain. 2, on ne peut pas être partout. Et 3, encore une fois, ce sont les racines du terrorisme qu'il faut traiter. Ce n'est pas certes, il faut traiter le problème sécuritaire, mais il faut d'abord traiter les racines du terrorisme. Et se poser la question, pourquoi tous ces jeunes rejoignent-ils les groupes armés terroristes? Et techniquement, comment se passe le retrait du Mali? Alors en fait, cette réarticulation, elle va se traduire par une manœuvre extrêmement complexe, bien sûr, parce que d'un côté, il va y avoir une manœuvre purement logistique, multimodale. Il va falloir assez simplement désengager des milliers de mètres cubes et des milliers de tonnes de matériel d'installation. Donc c'est déjà un problème logistique lourd, mais à ce problème logistique lourd va se greffer une manœuvre tactique, purement militaire, de poursuite de la lutte contre les groupes armés terroristes, parce qu'il va falloir conserver notre liberté d'action, qui est notre meilleure sécurité. Et c'est-à-dire que vous allez vous installer dans d'autres pays, donc si j'ai bien compris. Enfin, alors, pas tout à fait. En fait, le premier point, c'est que nous allons poursuivre la lutte contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne et en Afrique de l'Ouest. Et cela en partenariat étroit avec les pays de la région, que ce soit les pays sahéliens ou les pays du Golfe de Guinée. Le point suivant, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a un changement de stratégie. On passe un peu en stratégie de support, d'appui, de soutien. Donc on n'a plus besoin, comme on a pu le connaître au Mali entre 2014 et 2018-2019, on n'a plus besoin de ces grosses unités massives avec des moyens très lourds. On va plutôt travailler avec des unités un peu plus spécialisées, des unités destinées à faire de l'entraînement, de la préparation militaire opérationnelle. Mais surtout, le troisième point, c'est que le futur dispositif, il sera défini en étroite coordination avec les pays africains. Ce sont les armées africaines qui vont nous dire ce dont elles ont besoin. Et nous, collectivement, c'est-à-dire la France plus les pays européens, plus les pays nord-américains ou d'autres pays étrangers, apporteront la meilleure réponse possible à cette expression de besoin. Il n'est pas question d'aller imposer un modèle ou d'aller imposer quoi que ce soit aux pays africains. Ce sont eux qui vont nous dire ce dont ils ont besoin. Et donc on est vraiment dans une démarche de co-construction.
Et pour conclure, il n'est pas question de prendre le dispositif tel qu'il existe au Mali et de le transposer par exemple au Niger, ou de le transposer au Burkina Faso, ou en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal. Il n'est pas question de ça. Et par exemple, il n'est pas envisagé à ce stade de créer de nouvelles bases, ou il n'est pas envisagé d'augmenter significativement le volume de force française au Niger. Et donc, pour revenir 2 secondes sur le Mali, quel est l'état des relations avec l'armée malienne? Parce qu'avec le gouvernement malien, ça ne se passe pas très bien. Alors, compte tenu de la décision qui a été annoncée par le président de la République la semaine dernière, bien sûr, les opérations conjointes avec l'armée malienne sont terminées. Nous n'avons plus d'opérations conjointes, mais nous entretenons toujours une coordination opérationnelle, tout simplement pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la déconfliction, pour éviter qu'une unité française manœuvre au même endroit qu'une unité malienne. Mais les relations, donc, elles sont professionnelles, elles sont cordiales. Ce que nous souhaitons, nous, et ce que nous répétons à nos interlocuteurs, c'est que nous souhaitons organiser une réarticulation en bon ordre et en sécurité. Et toutes les mesures seront prises pour que cette réarticulation soit conduite en bon ordre, en sécurité, en liaison avec les armées maliennes. Oui, parce que là, il y a eu quand même un incident, ou plusieurs incidents assez importants, lorsque cette colonne française est partie du Mali, et vous ne craignez pas que le même scénario se reproduise avec des blocages par endroits? Alors, le premier point, c'est que ces convois sont toujours escortés par les forces de sécurité intérieure des pays qui sont traversés. Ce ne sont pas les militaires français qui sont chargés... Mais les Maliens vont-ils y mettre de la bonne volonté? Du contact. Nous allons nous coordonner avec eux, mais quoi qu'il en soit, nous ferons tout pour que ce retrait soit organisé dans de très bonnes conditions. Et très honnêtement, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes. Très bien. Alors, j'ai ici un article de la correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le journal très influent allemand, qui met en lumière sur l'action de la France en Afrique au Sahel un constat plutôt d'échec, parce que les Français sont obligés de partir et ils ont investi, 53 militaires français ont été tués là-bas, ce qui est quand même beaucoup. Ça a coûté 8 milliards d'euros, mais finalement, la journaliste constate que il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Parce que l'opinion, je traduis là en lisant, l'ancienne puissance coloniale est maintenant exposée à une campagne de dénigrement généralisée de la part de la population. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse à apporter à ce commentaire ou à cette analyse. La première, c'est que, tout d'abord, je veux rendre hommage aux militaires français qui sont tombés au Mali et qui sont tombés pour remplir la mission qui leur a été confiée par le chef des armées. Deuxième point, le Mali, certes, le coût de l'intervention française depuis 2013 peut sembler élevé, mais que se serait-il passé si nous n'étions pas intervenus en 2013 ? Est-ce que Bamako serait tombé? Est-ce qu'on aurait eu un État djihadiste qui se serait créé au Mali? Que se serait-il passé si nous n'avions pas porté à bout de bras les armées maliennes de 2013 à aujourd'hui? Que se serait-il passé? Où serait les GATT aujourd'hui? Il est toujours facile de critiquer, de dire que ça n'a servi à rien, mais en fait, on peut constater une chose, c'est que la situation au Mali aujourd'hui n'est pas celle de 2013. La moitié du Mali n'est pas contrôlée par les groupes armés djihadistes, comme on a pu le constater en janvier 2013, qui a justifié l'intervention Serval, l'intervention d'urgence des armées françaises. Par ailleurs, certes, le phénomène terroriste se disperse, se dissémine, notamment vers les pays du Golfe de Guinée, puisqu'on sait que le nord du Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui soumis à des attaques assez régulières. Mais encore une fois, il faut s'attaquer aux racines du terrorisme. Et ce n'est pas la présence militaire française qui explique la montée en puissance des terroristes. Il n'y a pas de forces françaises stationnées au Burkina Faso. Pourtant, les groupes armés terroristes pullulent au Burkina Faso. Donc je trouve que l'analyse est un peu rapide. Ensuite, sur le sentiment anti-français qui est évoqué dans cet article, c'est un sujet vraiment très important et que nous avons abordé à de nombreuses reprises. Je constate une chose, c'est que quand nous sommes engagés en opération, au milieu des populations, nous ne faisons face à aucun signe de défiance, et à aucun signe de rejet de la part des populations. Il y a un sentiment anti-français qui existe, essentiellement dans les zones urbaines, qui est largement instrumentalisé, je pense, à la fois par les groupes qui sont
anti-français parce que pro-gouvernementaux, par exemple au Mali, à la fois par des groupes d'intérêt étrangers, je pense notamment aux groupes pro-russes, dont on sait qu'ils manient avec une certaine dextérité l'arme informationnelle. Mais on ne peut pas dire que toute la population en Afrique de l'Ouest ou toute la population sahélienne rejette la présence militaire française et rejette la France. Mais c'est un sujet, vraiment un point d'attention pour nous, et c'est un point que nous essayons de traiter au mieux, et en expliquant inlassablement les raisons pour lesquelles nous sommes présents dans ces pays. Et la raison principale pour laquelle nous sommes présents dans ces pays, c'est la lutte contre le terrorisme, contre ce terrorisme qui frappe à la fois les populations, qui frappe les forces armées locales, et pas pour défendre des intérêts cachés comme on a pu le lire. Et notamment, j'ai lu qu'on était au Mali pour défendre des mines d'uranium au Niger, ce qui est une aberration totale. En ce qui concerne le Mali et les autres pays de cette région, où en est la présence de ce groupe qu'on appelle Wagner ? Alors, je pense que il est acté maintenant que la société militaire privée Wagner est présente au Mali, puisque le président Poutine lui-même, lors d'une conférence de presse avec le président Macron à Moscou, a reconnu qu'il y avait une société privée, une société militaire privée russe qui était présente au Mali et que l'État russe n'avait aucun lien avec cette société. Africom, le général Townsend, qui est le général américain qui commande le commandement pour l'Afrique des armées américaines, l'a également reconnu. Je pense que tout le monde maintenant accepte ce principe qui a été décrié quand on a commencé à en parler. On estime la présence des mercenaires de Wagner à peu près 800, 900 mercenaires. Donc c'est un fait. Alors, si vous me demandez mon avis sur cette présence, notre avis est assez clair, c'est que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. En tout cas, ça ne semble pas être la solution d'avenir pour résoudre les problèmes auxquels fait face le Mali. C'est-à-dire ce problème d'unité nationale avec une partie nord qui recherche une forme d'autonomie et la mise en œuvre des accords de paix et de réconciliation d'Alger signés en 2015, cette mise en œuvre est au point mort. Ça ne résoudra pas le problème du djihadisme, ça ne résoudra pas le problème du sous-développement, ça ne résoudra pas le problème d'absence d'État. Ce qu'on constate en Centrafrique, en République centrafricaine, c'est que le groupe Wagner, par contre, c'est une stratégie de prédation, notamment de ressources naturelles, les mines en particulier, stratégie d'exaction contre les populations civiles. Et donc, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le Mali. Est-ce qu'ils participent au combat avec l'armée malienne ou est-ce qu'ils opèrent indépendamment ? Il semblerait qu'ils participent au combat avec les armées maliennes, et ce qui n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle, puisque à l'aune de ce qu'on a pu voir en Centrafrique, c'est que la SMP Wagner utilise les unités centrafricaines par appartement, c'est-à-dire qu'il les dissocie pour les utiliser pour des missions particulières. Et si c'est la même chose au Mali, ça posait un problème, parce que cette montée en puissance à laquelle nous nous sommes attelés, et la France, et l'Union européenne, et la communauté internationale depuis 2013, cette montée en puissance, elle est basée sur la restructuration des unités, qui est la seule garante d'une efficacité opérationnelle à long terme. Donc si quelque chose vient à l'encontre de ces efforts de restructuration, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Et vous avez l'impression que ces mercenaires sont d'un bon niveau militaire, ou que ce sont plutôt un peu des soldats perdus ? Je n'ai pas d'avis sur cette question, mais je doute qu'il soit aussi efficace qu'une armée telle qu'on peut connaître en Europe ou ailleurs. Alors pour terminer, mon colonel, en vous remerciant à nouveau d'être venu parler du Sahel et également de l'Ukraine par le biais de l'actualité aujourd'hui, si vous deviez faire une projection dans le temps, à 1 an, comment voyez-vous l'évolution de la situation pour l'armée française ? Toujours un peu dans le même secteur, avec les mêmes types d'activités, ou pensez-vous que finalement, petit à petit, les choses progressent et s'améliorent ? Je pense que dans 1 an, l'armée française sera toujours engagée aux côtés de ses partenaires sahéliens dans la lutte contre les groupes armés terroristes, en coordination avec nos alliés européens et nord-américains. Et je pense que les armées locales, qui font vraiment des progrès assez significatifs, qui produisent des efforts en quelque sorte un peu incommensurables par rapport à ce qu'on leur demande, parce que la situation est quand même difficile, que ces armées locales vont poursuivre leur montée en puissance, et qu'aujourd'hui, je constate que nous sommes vraiment dans une relation de partenariat. C'est-à-dire que nous parlons d'égal à égal, et qu'elles sont devant,
qu'elles sont courageuses, qu'elles se battent courageusement et que nous sommes là pour les appuyer, les soutenir et pour les aider dans leur mission de protection et de défense de leur territoire et de leur population. Et les partenaires occidentaux de la France dans cette aventure seront toujours là? Écoutez, les pays européens engagés dans Takuba, donc ce groupement de forces spéciales européennes qui a pour mission d'accompagner les unités maliennes dans la zone du Liptako-Gourma, c'est-à-dire sur la frontière entre le Burkina, près du Burkina et près du Niger. Ces pays sont toujours engagés à nos côtés et disent vouloir rester engagés à nos côtés et surtout aux côtés des pays sahéliens, car ils ont conscience, ces pays européens, qu'une partie de la sécurité du territoire européen se joue aujourd'hui au Sahel en participant à cette lutte contre les groupes armés terroristes. Comment organisez-vous la coopération avec ces pays étrangers? Est-ce que c'est à chacun son métier? Comment ça se organise concrètement sur le terrain? C'est extrêmement fluide. En fait, c'est à l'image d'une coalition. C'est-à-dire que la France est une nation cadre. Elle fournit l'ossature de la force et les pays européens vont contribuer en fonction de leurs capacités et surtout des besoins qui ont été identifiés. Par exemple, les Suédois ont mis à disposition des hélicoptères, les Italiens mettent à disposition des hélicoptères pour les évacuations médicales, les Tchèques sont engagés avec des forces spéciales pour accompagner, pour aller combattre les groupes armés terroristes avec les Maliens, tout comme les Estoniens. Chacun apporte ce qu'il peut apporter et ce qu'il veut apporter et qui correspond aux besoins identifiés. Et en fait, on arrive à avoir quelque chose d'extrêmement opérationnel et avec des résultats très positifs. Eh bien, j'espère qu'on pourra se revoir pour parler de ces résultats positifs dans quelques temps. Merci beaucoup, mon colonel. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.